Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices du podcast de Sci Fantasy. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Genara, qui est le fondateur de PVH Édition, une maison d'édition en Suisse, et le principal éditeur, si je ne me trompe pas. Oui, bonjour à tous. Oui, donc PVH Édition est une maison d'édition franco-suisse, pour être précis, entre la Franche-Comté et la Suisse. On a un petit catalogue de science-fiction, fantasy, fantastique, euh, 16 titres à ce jour dans la collection Ludomir, mais on a aussi d'autres livres qui ont été édités par le passé. Et puis, je dirige la maison d'édition. Je suis aussi éditeur, mais je suis co-dirigeant avec mon ami Christophe. Co-dirigeant, fondé en 2014 à l'occasion de la publication en commun du Bretteur qui se battait contre un petit pois, c'est bien ce... Oui, oui, exactement. Donc ça, c'était notre premier roman. C'est Mhm. le roman de Christophe qui avait eu une expérience malheureuse avec un éditeur. Euh, voilà, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais il s'était retrouvé avec son roman que j'avais beaucoup apprécié et j'y avais proposé d'éditer son livre. On avait eu précédemment une expérience ensemble dans la création et l'édition de jeux de rôle, euh, on- dans le, on a, dans le cadre en fait d'une association qui s'appelait Forge Songe à l'époque. Et donc un succès qui est quand même plutôt rapide, puisqu'à partir de 2016, vous êtes diffusé dans toute la Suisse. Oui, donc après avoir sorti Bretter, Mhm. j'ai eu l'occasion de collaborer dans une coédition d'un roman de fantasy d'un auteur suisse qui est également un ami et qui en fait est à ce jour encore notre best-seller qui est L'Héritage des Sombres. Et puis à cette occasion-là, un diffuseur en Suisse avait été intéressé pour nous diffuser. Et d'ailleurs, ils nous ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui. C'est iDiffusion. Je les salue, je les salue. Et puis, c'était un vrai plaisir de pouvoir collaborer avec eux. Ils ont été convaincus, notamment par notre ligne éditoriale, graphique, qui, euh, qui détonnait aussi par rapport aux autres petits éditeurs. Parce qu'ils ont pas mal de demandes de petits éditeurs, mais souvent difficiles à vendre auprès des libraires, parce que graphiquement, pas très vendeur. Alors que nous, on a toujours mis beaucoup de soin à la qualité graphique de nos publications. Et si j'ai la chance d'accueillir Lionel aujourd'hui, c'est parce que justement PVH Édition a depuis novembre diffusé en France via sa collection Ludomir et que vous prévoyez donc de publier toute la collection Ludomir d'ici fin 2023 et ensuite de faire des publications simultanées si je me souviens bien. Alors, c'est que donc la collection phare Ludomir, est diffusée à présent en France depuis novembre. On échelonne les sorties entre novembre pas que je dise d'annerie, mai 2023. Et puis les nouvelles sorties pour l'automne, donc l'automne prochain, l'automne 2023, sortira conjointement en même temps en Suisse et en France. Donc on est un peu en phase un peu de rattrapage. Euh, on a, on a des romans de qualité qui ont eu aussi un certain succès en Suisse, qui maintenant débarquent en France et puis on rattrape un petit peu le retard dans les sorties. Mais aujourd'hui, on n'aura pas que l'occasion de parler de la collection de PVH, puisque ce qui est très intéressant, c'est que tu as de nombreux projets éditoriaux très originaux, à la fois via le format justement d'édition en Creative Commons, Ouais. et en plus de ça, avec tes projets de création de livres augmentés. Oui. Donc ça fait beaucoup de choses à aborder Oui, aujourd'hui. oui, là, sur cette année 2023, on a vraiment des beaux Mhm. projets. Donc, le premier, celui qu'on a annoncé début janvier. Donc, ça concerne plus spécifiquement la collection Ludomir. Donc, on a annoncé qu'on allait libérer la licence de tous les romans de cette collection, et également dans le futur, donc sous une licence libre Creative Commons by SA, c'est-à-dire euh, c'est une licence qui permet à tout un chacun de se l'approprier
mais quand on se l'approprie, on doit réutiliser la même licence, c'est-à-dire une licence libre. Donc voilà, et ça c'est vraiment un beau challenge. Donc c'est quelque chose qui était déjà dans notre ligne éditoriale déjà depuis 2020. C'est cette volonté d'expérimenter dans le domaine du logiciel libre et également de l'art libre. Donc jusqu'à maintenant, on s'efforce d'utiliser comme outil dans la maison d'édition du logiciel libre, hein. Donc nos ordinateurs tournent sous Linux, on essaye le traitement de texte, voilà. On essaye au mieux, c'est vraiment une volonté de tendre un peu là-dessus. Et puis on avait déjà expérimenté des choses qui n'étaient pas totalement libres, parce qu'on avait exclu une exploitation commerciale pour un des projets qui est un format pour la collection Ludomir qui était à imprimer à la maison. Enfin, il existe toujours d'ailleurs, le Print Atom. Et puis là, c'était sous une licence Creative Commons, mais là, une CC by NC-SA. Donc le NC, c'est le non commercial, donc on pouvait se l'approprier, mais sans possibilité d'exploiter commercialement. Et puis ça, c'était pas une licence libre. Et puis on a décidé en fait de la faire sauter, mais ça demandait un peu d'organisation aussi au niveau des contrats des auteurs. Donc ça, c'est le premier grand projet qui va être lié aussi avec une plateforme de diffusion nouvelle pour cette collection Ludomir qui s'appelle la bouquinerie. Et l'idée véritablement, c'est d'offrir, et en fait on a reçu des financements pour développer cette solution, c'est la possibilité de diffuser, distribuer grâce à un logiciel libre de nouveau, nos créations de manière pair à pair. Donc on essaye d'éviter tout intermédiaire, aussi de pouvoir le monétiser et de communiquer. Donc tout ça, c'est en cours de développement. Normalement, on espère d'ici l'été, peut-être l'automne, une première version sortira. Et le deuxième projet que tu as évoqué, donc, c'est le livre augmenté. Donc c'est quelque chose, là pour le coup, c'est plutôt mon associé Christophe qui travaille très dur sur le sujet. C'est Christophe a les compétences et il engage aussi du monde pour pouvoir décliner sous un nouveau format les romans qui se rapproche entre la visual novel dans le jeu vidéo, mais véritablement, pour le coup, uniquement sans véritablement d'interaction, c'est-à-dire qu'on va suivre l'histoire et puis en fait on verra les images s'animer et qui accompagner le texte et aussi avec une interprétation. Et ça c'est quelque chose aussi donc on va décliner notre le premier roman, La légende du prêteur qui se battait pour un petit pois. On aimerait vraiment pouvoir expérimenter cette possibilité de diffuser nos œuvres par les plateformes en fait de JDO, Itch.io et les autres en fait, Steam, etc. Et on essaie un peu d'expérimenter. Donc on abordera tous ces sujets de manière beaucoup plus poussée bientôt, mais auparavant. Arrivée d'un nouveau maître de donjon en ville, épidémie de bâillements, Malakoff reconverti, et surtout départ vers l'Est. Salut, c'est Karaz, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité du royaume d'antan en environ 3 minutes. Les rumeurs de l'Est sont chaque jour plus troublantes, toujours plus d'enlèvements, les disparus reviennent à leur famille toujours plus folichons, dirons-nous. Les agresseurs, dont l'identité demeure jusqu'aujourd'hui inconnue, n'hésitent plus à choisir leurs victimes bien au-delà des manants qui faisaient leur butin habituel. C'était autrefois une brave épicière de la ville de Trou, qui payait ses impôts comme il se doit, qui écoutait régulièrement le podcast de Sci Fantasy, et qui n'aimait que médiocrement son homme et ses enfants. En bref, une citoyenne modèle, qui est revenue auprès de ses proches en roulant. Entendez, elle ne se déplaçait plus qu'en faisant des roulades, ce qui, au vu de notre bipédie universelle, est indéniablement contre nature. Elle avait par ailleurs sous le bras Blasphème, l'adaptation en BD du dernier essai de l'économiste nain Bric et Troc, Idéolomonde et Capis sans fin.
Les médecins peinent à trouver un remède à son affliction. Après elle, le royaume de Naguère, où se déroulait cette tragédie, devait compter au nombre de ses pertes le préleveur d'impôts de la même ville de Trou, ce qui a rendu d'ailleurs bien compliqué de compter le nombre des disparus. Belgorod et le Cousinus, souverain du royaume de Naguère, envoyait au nôtre, Ginger, dit l'Astringent, quatrième du nom, une missive pour demander son aide. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous y avons d'abord répondu positivement. Une équipe d'aventuriers devait être vite sélectionnée via un concours organisé par le donjon Grolatan, tout droit réservé. Le soutien qu'a apporté Bric et Troc à cette décision a toutefois amené une vague de suspicion à l'Assemblée, qui craint dans ces mesures l'implication d'un quelconque lobby délétère tel que celui des comptables itinérants ou que la secte du 8e jour. Nous entrons donc dans une période de débat intense et exaltée que nous ne manquerons pas de vous transcrire, au moins mensuellement. Et maintenant, les actus concises. Bollaret, riche investisseur de notre second voisin, le royaume de Jadis, est en ce moment en négociation pour acquérir un donjon en ville. D'avance, l'Assemblée considère d'ouvrir aux stagiaires des emplois spécialisés au sein des donjons tels que gobelins, orques, banshees, slim, etc. Le mois de janvier a vu augmenter le nombre de bâillements produits par heure et par habitant par 450 environ. Les plus grands spécialistes se sont penchés sur le pourquoi du comment. Un étudiant proposait ce diagnostic, l'ennui. Il a été dûment exclu du système universitaire. Malakoff, ceux qui nous suivent le plus ardemment le savent, a été destitué de son statut de député après qu'on ait découvert qu'il descend du singe, et il a bien heureusement trouvé un nouvel emploi en ville. Il organise désormais des spectacles de magie à l'occasion d'anniversaires pour les enfants et dans les hospices. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit sur les derniers événements du royaume d'antan. Et il est temps désormais d'apprendre un peu plus sur toi, Lionel. Alors, tout d'abord, tu disais que tu avais beaucoup travaillé dans le jeu de rôle, que tu avais été dans cette association, Forge Songe. Quel serait ton alignement? C'est en tant que soit personne, soit personnage. Alors, je pense que je suis chaotique, ça c'est sûr. Ça c'est, il y a pas de. Après, certainement que dans mon esprit, je pense que je suis chaotique bon, mais les gens, enfin, peut-être que ce serait plus objectif de dire que je serais chaotique neutre. À quand même faire l'édition sous licence libre, pour moi ça fait super bon. Ouais, ouais, oui. Oui, bah peut-être. Alors, très bien. Donc, alors on va dire chaotique bon, mais euh, ouais, ouais, moi ça me va. Mais chaotique, ça c'est évident. Mais en plus tout le monde dit chaotique neutre, du coup quand il y a quelqu'un qui dit autre chose, je suis assez content. Ok, ouais. Non, bah j'essaye de, ouais, j'ai une volonté, en tout cas d'aller dans le bon sens. Après, ben voilà, on le fait aussi, ben pour soi-même, et donc l'altruisme n'est jamais en fait quelque chose de complètement généreux en fait. Donc, mais non, oui, je pense que oui, chaotique, bon. En tout cas, c'est ce que j'essaye d'être. Ok, Voilà. et alors on a un peu discuté, alors moi je vois en quoi tu peux être chaotique. Est-ce que tu veux bien expliquer à nos auditeurs et auditrices qu'est-ce qui te fait dire que tu es chaotique? Ben, chaotique, c'est-à-dire que je pars clairement, c'est ma manière de gérer les projets. C'est que je vais un peu dans tous les sens. Donc, euh, par rapport à quelqu'un qui suivrait un petit peu la loi, enfin les règles comme un paladin, je suis plutôt quelqu'un qui aime jouer avec les règles et qui clairement, voilà, j'ai envie de casser certains. Enfin, voilà, ça part un peu dans tous les sens, c'est ça, Hmm, je veux dire. Et puis je pense que c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je suis efficace. hmm. Mais c'est vrai que c'est un peu, quand on voit tes projets, l'impression que ça donne. Limite, tu vois un cadre et premier truc que tu fais, même en arrivant en France, c'est de dire, ah ben, si je faisais autrement, si je respectais aucune de ces règles-là, quoi, Oui, quasiment. c'est un peu surprenant pour un Suisse, hein, je sais. Non, non, mais le truc, c'est que vraiment, je pense que c'est aussi ce qui m'amuse. Hmm, C'est-à-dire que, et c'est aussi comme ça que dans l'édition, mais aussi dans mes autres activités,
C'est-à-dire que il est amusant de prendre du recul, de voir un peu comment fonctionne quelque chose et de chercher quels sont les moyens je dirais pas le casser, mais de pouvoir le détourner ou de pouvoir peut-être le sublimer aussi, parce que c'est en sortant un peu du cadre en tout cas, pour ma part, je me sens efficace. On pourrait enchaîner avec cette question et peut-être aller un petit peu plus loin dans la description de ta personnalité. À quelle créature magique est-ce que tu t'identifierais? J'ai pas vraiment de créature magique là qui me vient, ou une créature de fantasy, Oui, je enfin, dirais. fantasy, mais même pourquoi pas du folklore traditionnel japonais, si c'est ce qui te vient, ou de Ouais, science-fiction. ben, je crois qu'il y a quelque chose que j'étais le seul à jouer quand j'étais en jeu de rôle. Je jouais une créature qui s'appelait Humain. Donc, je crois vraiment que j'ai quelque chose un peu de fascinant sur le fait que l'humain, par rapport à un elfe ou à un nain, qui sont qui ont, si on reprend un peu la fantaisie un peu classique, c'est qu'en fait, il a, euh, il a ce caractère de pouvoir être n'importe quoi, et puis aussi d'avoir une propre logique et qui n'est pas un archétype. Et cette diversité-là, et je pense que il est pas magique, mais je pense qu'il a un côté un peu magique, même en fait dans la vraie vie. Ça dépend où on met la magie. Pour moi, l'homme peut, en fait, son super pouvoir, c'est de pouvoir être un peu tout, et puis d'être aussi au cœur des récits. Voilà, il y a l'humain. Après, il y a quelque chose. J- il y a un jeu de rôle qui m'a profondément marqué, qui est en fait Agon, qui est en fait un jeu de rôle qui reprenait l'univers de Mathieu Gaborit. Et à une période dans ma vie, je m'étais beaucoup plongé dans cet univers, surtout l'univers du jeu de rôle. Et puis il y avait quelque chose qui m'avait marqué, qui était les Autonins. Plutôt une famille il y avait des sortes de créatures par saison. Et puis les Autonins avaient, et tout particulièrement les Morganes, qui sont des êtres androgynes, séducteurs, etc. Et, et qui avaient quelque chose, le chant du déclin. Et voilà, si je devais prendre peut-être quelque chose. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de très spécifique, mais qui m'a profondément marqué en fait dans ma construction de la enfin début de ma jeunesse. Je devais avoir autour de 19-20 ans. Et clairement qui a aussi m'a permis aussi de donner un peu du sens à cette période de ma vie. Donc voilà que je pourrais répondre. Mais merci vraiment pour cette réponse. Les deux sont super, les deux options. Euh, mais c'est vrai que je connaissais pas les Morganes du coup des Autonins. Mais c'est vrai que c'est marrant de dire que tu as commencé ta jeunesse en étant fasciné par des personnages qui eux-mêmes sont symbolisés par un chant de déclin. Ouais, c'était quelque chose assez paradoxal. Bah oui, c'est l'automne, tu vois, Hmm. et avec un rapport très très particulier avec l'ennemi, parce que l'ennemi c'était le masque. Enfin, et qui en fait corrompt les gens, et ils avaient un rapport un peu ambigu avec cette créature, enfin cette déité ennemie dans le jeu. Et vraiment, c'est quelque chose. Le jeu de rôle permet, un jeu de rôle, mais aussi la fantaisie, de pouvoir, par la symbolique, pouvoir donner des fois une forme à nos pensées, euh, à nos questionnements aussi moraux, et, et s'interroger sur qu'est-ce qui est le beau, qu'est-ce qui est le mal, qu'est-ce qui est le bien.
Voilà, déjà rien que quand tu as demandé l'alignement et puis que tu as parlé de ben, en fait, qu'est-ce qui est le bon, qu'est-ce qui est le mal? Ah, mais de toute façon, dans ce que je dis, enfin, Bien sûr, on est d'accord. Non, non, mais on se comprend bien. Mais ce que je veux dire, c'est il y a une interrogation et je pense vraiment que plus que toute autre forme, euh, la fantaisie et le fantastique aussi sont une manière de s'interroger. Alors que la science-fiction a un rôle un peu différent qui nous interroge plus sur notre quotidien, notre futur, notre rapport. Enfin, c'est deux choses, mais qui sont aussi complémentaires. C'est des littératures qui permettent vraiment aussi, contrairement à le cliché que parfois on véhicule, c'est vraiment des formes de littérature qui peuvent aller vraiment en profondeur. mais les lecteurs de sci fantasy les plus assidus peut-être, ou même peut-être d'autres, savent que sur le site on défend vraiment avec autant d'ardeur que possible cette qualité philosophique de la fantasy et tout ce que ça contient de potentiel, puisque à mes yeux la fantasy c'est vraiment ce qui va permettre d'amener dans l'expérience et dans la conscience et dans la rationalité des éléments qui sont absents de la culture ou absents justement de la philosophie traditionnelle, etc. Dans le sens où c'est justement ça le plot twist de la fantasy, ça prend quelque chose de neuf, une prise de conscience d'un personnage ou un événement magique ou tout simplement ce qui différencie le monde de fantasy d'une autre. Et ça force tous les personnages à vivre avec et l'auteur à écrire avec. C'est là où ça devient un moteur et voilà, ça s'intègre quoi. Ben, ça parle un petit peu à l'inconscient. Mm. C'est-à-dire que des fois, on fait un reproche, ou je ne sais pas si c'est un reproche, mais qu'en fait on raconte des belles histoires. Alors oui, en fait, mais l'histoire est un support pour accéder à quelque chose de plus profond. Parfois, et moi le premier, hein, c'est-à-dire je suis quelqu'un de très, très rationnel, très, comment dire, dans le contrôle. Et ben, en fait, souvent j'aime bien avoir conscience de ce que je fais. Mais quand on est pris par une fiction, en fait, ça fait baisser ces barrières, ces premières barrières euh, de la rationalité et, et qui permettent en fait de toucher le cœur. Et je crois vraiment que Mhm. c'est le rôle de notre littérature. Donc merci à Mathieu Gabory qui indirectement a Ah oui, amené à cette considération. non, non, alors oui, il y avait Mathieu Gabory, mais il y avait finalement, son œuvre lui a échappé d'une certaine manière. Via Gon. Oui, c'est-à-dire qu'après, l'œuvre, et ça a été participatif aussi à la fin. C'était des joueurs qui avaient, ou des meneurs de jeu, des éminences grises, ça s'appelle, qui avaient repris un peu tout ça, et puis ça, qui avaient approfondi, qui l'avaient enrichi. Et ouais, je pense vraiment que, en tout cas, j'espère à tout un chacun de trouver un jeu de rôle qui permette de toucher les gens aussi profondément. Et une troisième question pour faire un petit peu le lien entre toi et ton travail. Tu as le droit de répondre vraiment comme tu veux à cette question et certains le font en divisant justement différents choses qu'ils font. Quel serait ton niveau? Parce que je disais, Ouais. enfin, il y en a qui Ben, font en ça à la fait, moi, Skyrim, tu vois. je suis typiquement un cumulard. Un cumul. C'est-à-dire que, ben, bon, déjà dans la maison d'édition, bah, quand on est petit éditeur, on fait un peu tout. Donc, je passe l'aspirateur, mais je choisis aussi les manuscrits. Alors le niveau Euh, en général il est de 1 à 100. Donc aspirateur par donc, exemple, c'est combien? aspirateur, je suis un bon 10, je À dirais. 10? Ouais, Ok, ouais. C'est-à-dire que je suis un peu je déçu. suis, oui, c'est-à-dire que je fais le travail, mais voilà. Il faut pas me demander des trucs trop techniques, quoi. Non, 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 mon niveau, ben, comme éditeur, je pense que là, je pense taper peut-être un bon 60.
dans le sens où si c'est la moyenne. C'est-à-dire que je suis arrivé à un stade où je sais ce que je fais. Mais après, je vois aussi, j'ai conscience en fait de tout le chemin encore à parcourir et à apprendre. Après, euh, par exemple, pour monter des projets, je pense que je suis pas loin de 90 ou 90, ça dépend où vous habitez. Donc, parce que c'est vraiment le truc que j'aime faire. J'aime faire et puis je sais le faire. Je l'ai fait aussi en dehors du cadre de mon éditeur. Puis après, en fait, dans la relecture orthographique, je pense que... Mais heureusement, c'est plus moi qui m'en occupe. Mais avant, je déléguais. C'est que je suis pas quelqu'un de très rigoureux. Il faut être rigoureux pour ça. Mais je serais plutôt à 30 ou 40. J'écris correctement, j'ai toutes les notions d'orthographe, mais la relecture, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore dans le métier? Bah, Je suis très mauvais vendeur. C'est-à-dire que j'aime beaucoup parler de mon activité d'une manière générale, mais alors par contre sur Instant, de vous convaincre d'acheter, je suis pas très bon. C'est un métier. Je préfère parler de ma passion plutôt que focaliser sur la conclusion d'une vente. Voilà. Et même dans tes hobbies, est-ce que tu fais des trucs à côté ouais. Après, ça va sans doute paraître très cliché, mais est-ce que tu fais de la rando, par exemple? Non, alors en fait, pour moi, et c'est quelque chose que on me reproche un peu, c'est que pour ma passion, c'est aussi mon métier. Hmm. C'est-à-dire que voilà, bon, j'aime lire des bouquins. Alors, il se trouve que ça me fait du bien de temps en temps de pas lire des manuscrits parce qu'ils sont pas toujours très bons, mais alors que pouvoir lire autre chose que pour le travail, c'est agréable. Après, je n'ai pas, en réalité, j'ai faire des projets pour la maison d'édition, c'est ma manière de faire des loisirs. Avant, en fait, la maison d'édition, c'était d'abord un loisir. Avant que je m'y mette vraiment dedans. Et puis quand on travaillait là sur Forge Songe, sur du jeu de rôle, c'était aussi mon loisir. Donc, donc à mes yeux, c'est resté la même chose. Après, j'ai bien regardé des films ou des séries sur Netflix ou ailleurs, enfin, Mhm. aller au cinéma, mais je pense que vraiment ma passion, c'est les projets de la maison d'édition actuelle. Donc on peut mettre facilement 99 en détente puisque tu en as fait ton métier, quoi. En hobby. Ouais, ouais. Oui, oui. Bon, après, je n'ai pas que la maison d'édition, donc Ouais. je gère aussi d'autres sociétés, d'autres projets, mais en réalité, même si ça s'est professionnalisé, c'est pas mon gagne-pain. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir d'autres activités qui me permettent de vivre, donc qui me permet en fait de professionnellement m'impliquer dans ma maison d'édition pour en fait faire vivre ma passion, mais de manière professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand même que j'ai réalisé, c'est qu'il y a un moment où quand on édite quelque chose, ou quand j'avais fait la maison d'édition, puis que je le faisais vraiment de manière amateur, c'est qu'il y a un moment donné où il y a un plafond de verre. Et puis le plafond de verre, en fait, c'est la professionnalisation. C'est aussi l'implication qu'on y met dedans qui permet en fait tout d'un coup de se dire, la diffusion pour la France et la Belgique, c'est mon objectif. Mais pour ça, en fait, il faut sortir régulièrement des bouquins, et ça veut dire puis en fait en sortant, si on tire le fil, on se rend compte que ça signifie de vraiment s'y impliquer de manière professionnelle, d'avoir dans un certain cadre, donc et aussi, là ça a été mon cas, c'est d'engager quelqu'un. C'est-à-dire que il se trouve que là, dans ma maison d'édition, j'ai quelqu'un de salarié.
je travaille certainement presque autant qu'elle, dans la maison d'édition, sauf que moi je suis pas salarié. Et donc, tu as d'autres trucs à côté pour faire bouillir la marmite. Oui, voilà. Après, beaucoup d'auteurs aussi Hmm. le font par passion. Je pense que c'est un côté un petit peu ingrat parce souvent on se dit mais pourquoi il y en a qui en vivent, pourquoi qui en vivent pas, mais on a la chance aussi de faire un travail de passionné. Et puis il faut réaliser qu'à partir du moment où on en vit, ben ça devient vraiment le métier et puis c'est plus tout autant la même passion. C'est en fait on peut toujours être intéressé au sujet, peut toujours avoir un attachement, mais le rapport qu'on a avec cette activité, est-ce que si en fait je devais absolument sortir un salaire à titre personnel, ben ça me mettrait la pression, Hmm. peut-être autrement. Donc les projets qui réussissent ou pas, ben ça peut-être m'angoisserait plus ou moins. J'en sais rien. Je trouve que là, voilà, je pense que j'arrive à faire et le plaisir que j'en retire, c'est de pouvoir faire ma passion à un niveau professionnel. Hmm. Et puis, euh, et puis après, on verra, hein. Oui, mais déjà, c'est incroyable que tu puisses avoir cette liberté de ne publier que, même si tu publies de manière régulière, que les choses qui te plaisent vraiment et sans que tu aies l'impératif commercial de C'est devoir vrai, payer ton oui, oui. salaire. Déjà, Oui, enfin, oui. Non, non, bah, je dois assurer un salaire sur deux. oui, 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 mais Donc, mais oui, oui, ça va quoi. et en fait, bon, après c'est aussi une question. On a eu de la chance, c'est-à-dire que on a accumulé beaucoup de projets et puis maintenant ça sort. On verra comment. Mais vraiment là, je suis vraiment très très heureux de, en fait, tout ce qu'on a édité jusqu'à maintenant et tout ce qui est planifié en fait pour les prochaines éditions, c'est des livres, des c'est des manuscrits qui nous ont vraiment touchés. Hmm. Voilà. J'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de plus important pour le lecteur, c'est que que tel ou tel manuscrit, enfin tel ou tel ouvrage publié l'intéresse. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. M'intéresse moins que la confiance que j'ai envers une maison d'édition et l'idée que, de toute manière, quels que soient les choix qu'ils font, s'ils le font, c'est que c'est des bons choix et donc que je peux toujours découvrir via eux. Après, ça peut être des bons choix, mais en fait, pas forcément qui pourraient vous plaire. Je pense que Hmm. tous les livres qu'on a édités, euh, je pense, sont de bonne qualité, mais par contre, ils sont très divers et procèdent aussi d'une logique pour nous de chercher une forme d'originalité. Ou, enfin, après, les éditeurs, ils ont aussi une ligne éditoriale. Et puis, pour moi, en fait, c'est aussi ça qui me plaît, c'est-à-dire que euh, ça peut avoir l'air bête, mais c'est de trouver aussi un équilibre. C'est-à-dire que la collection Ludomir, ce n'est pas que de la fantaisie, c'est pas que de la science-fiction. Et ça signifie aussi que dans le choix des sorties, on essaye de conserver cette diversité. Est-ce que justement tu pourrais nous définir aussi précisément que possible, c'est quoi la ligne éditoriale de la collection Ludomir? Alors, Ludomir, c'est mon pseudonyme dans les jeux de rôle grandeur nature. Donc c'est là vraiment une collection qui dans le nom, en fait, bon, le grand public ne le sait pas, quoi. Bon, en gros, c'est ma collection. C'est les livres qui, pour moi, m'ont touché d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherche? Alors, pour moi, il y a trois choses. D'abord, il y a l'auteur ou l'autrice. Il se trouve qu'une bonne partie de ces auteurs et autrices sont des personnes que j'ai croisées et puis que j'ai appréciées. Je pense que c'est aussi une des spécificités de cette collection Ludomir, c'est que on fait en sorte que nos auteurs se rencontrent, puissent se connaître, puissent aussi se lire les uns les autres. Donc je pense qu'il y a cet aspect humain qui est quelque chose d'important pour moi, même si c'est quelque chose qui ne ressort en fait que
peut-être sur la durée, en fait, cette aventure un peu humaine autour de la collection. Ensuite, il y a les écrits. Alors, ce que je cherche, c'est une forme d'originalité aussi. C'est-à-dire que ben, les trucs un petit peu... alors, Twilight, like, je comprends bien qu'il y a un public pour ça. C'est même des romans qui se vendent plutôt bien, ou bien des trucs de fantasy assez classiques. Il y en a initiatiques, enfin voilà. Euh, il y en a pas mal, mais il se trouve qu'on en a un. Hein, L'héritage des sombres est un roman de fantasy initiatique. Est-ce qu'il y a de la bitlite dans l'héritage des cendres dans ce cas? Non, non, là on est sur de la fantasy, donc médiéval fantastique assez classique, c'est-à-dire un jeune garçon qui fait enfin qui est plutôt destiné à être soldat, se découvre un- une possibilité de se faire de la magie. Puis enfin voilà. Et après il y a des trucs très. En fait, c'est pas totalement classique parce qu'en fait il y a véritablement un travail au niveau de la narration et de l'entrecroisement en fait des lignes narratives qui est très très original et très réussi. Mais le cursus, enfin les personnages procèdent un peu de cette classique, mais on va pas en faire beaucoup de celles-là. On en a un. Donc on va chercher vraiment un peu l'originalité. Je pense qu'on est mon espoir, pas mon espoir, mais en fait l'impression aussi que j'ai par rapport à cette collection, c'est que j'espère que y ait parmi elles une de ces pépites littéraires que, comme par exemple pour le Trône de Fer, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ces œuvres qui marquent une transformation du genre. C'est-à-dire qu'avant le Trône de Fer, moi je l'ai lu bien avant qu'il y ait la série, hein, j'étais tombé par hasard à la bibliothèque, j'avais pris un livre au hasard, j'étais tombé dessus. Des fois on gagne au loto. Hein. Et en fait, tuer Ned Stark, c'est un coup de génie, mais c'est pas un coup de génie juste parce qu'il a tué Ned Stark, c'est comme il l'a amené, etc. Mais en fait, c'était la première fois que dans de la fantasy, on tuait le héros. Et en fait, ça crée une nouvelle manière, en fait, même dans des séries quand même mythiques euh, comme l'Assassin Royal, et ils se font maltraiter, ils en prennent plein la gueule. Mais là, il y avait le côté irrémédiable et qui en fait crée aussi l'originalité de l'œuvre et qui renouvelle aussi le genre. Et j'espère que parmi les œuvres, en tout cas j'y crois, c'est-à-dire que chaque fois que c'est parce que je vois chez eux une certaine originalité ou quelque chose qui change véritablement euh, les habitudes du genre ou qui casse les codes, c'est-à-dire que euh, ouais, normalement cet automne on va on va sortir un livre d'une jeune française d'Annecy qui c'est l'histoire d'un dragon euh, qui se réveille dans notre société actuelle et ça mélange avec où il y a des écolos qui veulent défendre le dragon et finalement on l'utilise pour détruire, créer le chaos et empêcher en fait le réchauffement climatique. Enfin, il y a des trucs vraiment qui sortent vraiment du cadre. C'est du fantastique comme on en a, en tout cas comme moi j'en ai jamais lu. Je ne prétends pas être une encyclopédie du genre. Je ne pense pas parce que j'en lis, mais je ne suis pas il y a beaucoup de lecteurs qui en lisent beaucoup plus que moi, mais moi j'ai jamais vu ça et puis c'est intéressant. Dans le dernier livre de la collection Ludomir,
c'est intéressant. C'est une sorte un peu à Indiana Jones, c'est-à-dire recherche d'un artefact. Des archéologues qui, pour le coup, sont vraiment des archéologues, donc c'est pas des aventuriers, mais avec un côté décalé, avec aussi un travail de la langue qui se rapproche beaucoup plus de la littérature blanche, avec beaucoup de figures de style, etc. Mais toujours en fantasy. Là, on est sur du fantastique. Ouais. Fantastique, oui. Ouais. Donc voilà, comme dans Indiana Jones, l'artefact il est magique. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que euh, je trouve vraiment intéressant en fait ce traitement-là. Et puis j'imagine que donc c'est la couronne boréale pour donner le titre du livre, mais c'est ce genre de switch qui font que généralement, en prenant un livre de la collection Ludomir, on a des chances de trouver quelque chose qu'on n'a jamais lu auparavant. Donc tu disais que oui, ce qui fait le choix d'une ligne éditoriale, c'est déjà le choix des auteurs, le choix de récits originaux, et il me semblait que tu voulais évoquer un troisième point. Le troisième, en fait, c'est justement cette ligne éditoriale. C'est trouver cet équilibre, cette diversité. Ça peut avoir l'air bête, mais on essaye on a eu beaucoup d'auteurs hommes. Bon, on aimerait là avoir un peu plus d'auteurs, d'autrices. Voilà, on va essayer aussi de trouver cet équilibre, aussi de diversité. Alors, on a beaucoup d'auteurs suisses, mais on a aussi des auteurs français, belges. Voilà, c'est un petit peu. En fait, le troisième point, en fait, c'est cet aspect collectif. Quand je parlais du fait que les auteurs, donc il y a l'individualité, il y a le récit, et puis en fait, comment en fait l'alchimie se passe avec le groupe. Mais c'est vrai que ça m'a toujours... enfin, je trouve ça bizarre depuis que je suis arrivé un petit peu dans le monde de l'édition, quoique je le voyais déjà avant, qu'on traite chaque auteur vraiment comme un individu un peu à part, quoi. Alors je sais pas d'où ça vient, mais alors que même un mouvement littéraire, bah, comme son nom l'indique, c'est forcément un groupe d'auteurs, quoi. Donc c'est une réflexion collective, des lectures les uns des autres, et que la pratique littéraire, en fait, pas forcément si solitaire que ça. Ouais. Et donc effectivement, moi, ça me paraît c'est logique que t'emmènes tes auteurs, enfin, c'est rassurant aussi, quoi. Ouais, oui, oui. Alors après, je pense que c'est une aventure humaine. Donc oui. Après, on va pas se cacher, c'est que il y en a dont les œuvres ont marqué un peu plus que d'autres, mais je pense que de toute façon, en fait, en réalité, ça procède aussi un peu du hasard d'être là au bon moment, au bon instant, surtout que ça revient aussi avec notre réflexion que le choix de libérer la collection Ludomir, c'est qu'en fait, on considère que la culture est quelque chose de commun, et puis qu'en fait, de toute façon, ça va être les idées viennent eux-mêmes, les récits viennent spontanément dans la société, parce qu'en fait, la société est prête à raconter ce type de récit. Et puis, qui sera la personne qui le fait? Ça, c'est un petit peu l'histoire du hasard. Donc, en fait, pour cultiver une culture riche, il faut pouvoir favoriser les échanges, des idées, et puis c'est là en fait que l'évolution des mentalités elle s'accélère, et c'est cette évolution des mentalités qui permettent tout d'un coup qu'un auteur américain se dit, mais en fait le héros là, qui est droit et on le tue, parce qu'en fait c'est injuste. C'est injuste que Ned Stark y soit tué, mais en fait, la fantasy peut avoir cette d'être aussi quelque chose de plus proche de la réalité. Parce qu'en fait, la vie a une forme d'injustice, et puis en fait, c'est ça qui crée aussi une partie du sel. Voilà. Mais avant, je pense que dans les années 80, 90, il n'aurait même pas été envisageable de tuer un héros.
Enfin, voilà, c'est en fait quelque chose qui mature. Est-ce que c'est George Martin est la personne à l'avoir réalisé, mais peut-être qu'en fait, c'est ailleurs dans la société que ça aurait été possible. Mais après, c'est vrai que c'est un exemple intéressant parce que euh, ce truc-là de tuer le héros, il l'a fait, mais quelque part, ça a transformé le genre 20 ans plus tard parce que le livre est devenu un phénomène international, quoi. Ouais. Et c'est à ce moment-là, enfin 20 ans plus tard, donc, que le lectorat en a fait un événement un peu irrémédiable, quoi, d'une Oui. certaine manière. Donc c'est assez Non, mais bien marrant sûr, là-dessus. après, oui. Après, le livre, en tout cas, il a connu, il a trouvé son public assez rapidement. Après, il y a eu le moment où il y a eu la série, et ça, c'est autre chose. Mais moi, j'ai quand même souvenir que déjà avant la série, est-ce que je lisais déjà des manuscrits? Ou c'est un peu après, mais c'était souvent des trucs. Mais c'est là que ça arrivait au grand public. Mais au niveau des créateurs, des gens spécialisés, ils a, moi, j'en discutais avec des copains fans de fantasy, puis j'étais là, lis ce bouquin, quoi. Je te dis rien, mais vas-y, lis-le. Et puis donc forcément, ça avait déjà dans le milieu spécialisé, dans vos auditeurs, ils sont au courant quand en littérature il y a quelque chose qui est réussi. Donc voilà, voilà. Et est-ce que tu pourrais expliquer ce que ça change concrètement pour les lecteurs, les licences Creative Commons, pour leur pratique de lecture, leur Alors accès pour aux les livres? lecteurs, strictement rien. C'est-à-dire qu'en fait, ce que ça change, c'est quand vous êtes un lecteur actif. Bah déjà, c'est gratuit. Alors ouais, alors vous pouvez effectivement trouver des versions gratuites. Alors libre ne veut pas dire forcément Hmm. gratuit. C'est-à-dire que oui, il existera une version téléchargeable avec invitation de participer à un prix libre. Donc effectivement, il y aura ça qui. Mais en réalité, déjà tous mes bouquins, vous pouvez les trouver en téléchargement sur différents sites de piratage. La réalité, c'est que le numérique, surtout si vous laissez sur tablette, ben, vous y avez accès. Donc, moi, enfin, j'ai toujours, je sais que j'ai des auteurs qui encouragent les gens à télécharger leurs œuvres. Et je le sais, et puis ça me va très bien. Puis autant finalement dire, ben, c'est OK, et puis c'est OK pour tout le monde. Et puis voilà. Le véritable changement, c'est en fait si vous voulez vous l'approprier, si vous voulez faire alors de tout temps, hein, si vous voulez faire une illustration d'un bouquin qui vous a inspiré, vous pouvez le faire. Par contre, quand vous le faites, c'est uniquement pour une utilisation privée. Donc théoriquement, s'il y a un copyright, vous n'avez pas le droit, par exemple, de le commercialiser. Donc voilà. Sauf que là, avec le CC BY SA, ben, vous êtes libre de le faire. Mais si vous le faites, ben, moi je suis aussi libre de prendre votre œuvre pour l'utiliser, pour illustrer d'autres choses ou Mais pour eux, le ils ont la partager. possibilité de le rendre Bien public. sûr. Et puis ils ont le Ça, c'est droit de cool. le vendre aussi. Oui. Donc voilà. Ce que je veux dire, si vous voulez vous approprier ou si vous voulez faire euh, un spin-off, une suite, une variation de l'œuvre, une fanfiction, bah vous pouvez le faire et puis vous êtes bienvenu à le faire. Puis vous pouvez le faire sans me demander la permission ni à l'auteur. Et puis ben si on trouve ça chouette, on va vous approcher puis on va vous dire ben nous on veut bien travailler avec vous. Et puis si on le fait pas parce on n'est pas tombé dessus, ça vous empêche pas d'en faire ce que vous voulez. Voilà, c'est un petit peu ça. Mhm. C'est-à-dire que si vous voulez faire un jeu de rôle puis le vendre, c'est Donc, ce toujours. serait une littérature réellement collective. Oui, voilà. Enfin, bref, en fait, c'est un petit peu une logique de si toutes les œuvres étaient dans le domaine public. Mhm. C'est en fait souvent quand on réfléchit produits dérivés, hein, sur des grosses licences, genre Harry Potter ou les Disney, hein, pour prendre les grosses machines, ben les gens ils trouvent normal en fait qu'ils puissent pas se rapproprier
vendre leur propre illustration Harry Potter ou Mickey Mouse. Et en réalité, ça fait partie de la culture commune. Et selon moi, ma conception, c'est que les gens, ils sont libres de se l'approprier. D'ailleurs, ils le font en lisant. Et puis que généralement, c'est un hommage. Et puis, je crois que les gens, ils arrivent parfaitement à faire la différence entre quelque chose qui est d'origine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on dit, ou l'auteur, on dit, ben, cette fanfiction, on l'a trouvée bien, et puis on le met dans le canon, entre guillemets. Hein. C'était ce qui s'était passé un petit peu pour Star Wars. Alors, je suis pas un spécialiste, je suis pas un grand spécialiste de Star Wars, mais dans mon souvenir, enfin, de ce que j'ai compris, c'est qu'après Star Wars, il y a eu plein de magazines, il y a eu plein d'histoires, et puis qui créaient un petit peu, c'était un peu des fans, mais pas que des fans, c'était aussi un petit peu contrôlé, et puis et puis certains, ils étaient intégrés à des magazines, et ils entraient un peu dans le canon de qu'est-ce qui était vraiment l'histoire de Star Wars. Disney l'a tout bazardé euh, en disant que le canon c'est que les films et puis que maintenant eux ils vont sortir plein de trucs qui seront officiellement le Star Wars. Et ben en fait nous ce qu'on veut c'est qu'on veut pas ça. C'est qu'on aimerait la culture qu'il y avait avant où les gens s'ils avaient envie d'imaginer les aventures de Chewbacca ils pouvaient le faire et puis ça pouvait être quelque chose qui peut trouver un succès et peut être vendu et les gens peuvent en vivre. Voilà. C'est une autre manière en fait, peut-être plus ancienne. C'est vrai que, bah, donc, je te le cache pas, moi j'adore vraiment cette idée, je la trouve incroyable. Surtout ce truc-là de pouvoir s'emparer vraiment des œuvres et de pouvoir en faire Ben, on quelque verra chose, si mais les gens s'en emparent. C'est un mm, petit peu toute la question. Pour nous, c'est une expérimentation. La réalité, c'est qu'on n'a rien à perdre. oui, mais après c'est vrai que ce qui, si je voulais participer à ce projet en faisant une fanfiction sur un des bouquins de la collection Ludomir, la question qui se poserait pour moi, c'est dans quel cadre diffuser ma fanfiction, par exemple. Et bon, après, évidemment, les choses se créent d'elles-mêmes quand on en a besoin, quoi. Ouais. Et s'il y a assez de gens qui s'y mettent, bien sûr qu'il y aura des moyens de faire ça par Internet ou autre. Mais je me demande si, du coup, PVH a un peu réfléchi aussi à ces moyens-là ou non. Du coup, des autres structures de diffusion destinées aux amateurs. Alors en fait, non, non, mais en fait on ne l'exclut pas. C'est-à-dire que si on trouve des textes qui sont bien et qui prolongent une fiction, on le prendra et puis on proposera un contrat. La collection Ludomir s'y prête assez bien. On a sorti une nouvelle de 32 pages, on a sorti une novella de 80 pages. Euh, on trouvera un moyen, mais c'est un peu difficile de parler avant que ce soit terminé. Je vais donner un autre exemple. Je pense que c'est cet exemple-là qui a aussi pas mal. C'est que, à titre personnel, j'ai écrit pour le jeu de rôle Agon dont j'ai parlé avant. Et puis en fait, Agon, c'est un jeu de rôle qui était édité par Multisim, qui était une maison d'édition qui a fait faillite et qui, à la fin de leur vie, enfin à la fin de Multisim, les ayants droit ne se sont pas mis d'accord. Donc on s'est retrouvé avec un jeu de rôle, avec une base de fans importante, motivée, qui donnait du sens à tout ça. Et puis, se sont retrouvés, on ne pouvait plus avoir de suppléments, etc. Et puis on n'avait pas le droit. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des procès, mais il y a un des auteurs de deuxième génération qui a lancé un fanzine de qualité professionnelle, clairement, qui était quasiment de la qualité des livres qui sortaient de suppléments de ce jeu de rôle-là. Et en réalité, ben, il y avait l'interdiction de faire du bénéfice dessus. Donc ça devait être une association, etc. Mais il a dû gagner un procès pour ça. Hein. Donc ils ont gagné le procès pour avoir le droit juste de pouvoir écrire et de le publier, mais il y avait des contraintes extrêmement strictes. Et puis moi je me suis retrouvé là-dedans, et puis j'avais une forme, un sentiment un peu d'injustice, parce que
surtout dans le jeu de rôle, on s'approprie beaucoup l'univers et tout ça. Et c'est même fait Puis pour puis quand on est meneur de jeu, Mm. on crée nos scénarios, Mm. etc. Puis on a envie de les partager. Et puis en fait, euh, et je crois que ça, je pense que c'est l'exemple que je vois du fait de pouvoir être bloqué, ou tout d'un coup, hein, j'ai connu aussi des auteurs qui se sont fâchés avec un éditeur, puis qui ne pouvaient plus faire. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Nous, nos auteurs, ils peuvent se fâcher avec nous. Ils pourront continuer à faire la suite de leurs histoires, ou des spin-offs, ou quoi, ce qu'ils souhaitent. Voilà. Mhm. Parce que du coup, toi, tu as tenu quel rôle à ce moment du fanzine J'ai Sorel? écrit des articles, Donc, tu j'ai étais écrit sur des le fanzine, scénarios. justement? Ouais, Mm. ouais, Ok. j'écrivais. C'est là aussi que j'ai... Parce que j'étais très mauvais en écriture, en orthographe. C'était une très bonne école. Donc, ouais, vraiment, les auteurs, allez-y. Enfin, les auteurs en herbe, écrivez, quoi. Écrivez, et puis essayez de vous grouper avec d'autres gens pour vous motiver et tout ça. Parce qu'en fait, c'est une école, c'est une superbe école, quoi. Et puis après, après, il y a des gens qui se spécialisent un petit peu. Moi, j'avais un intérêt. Puis après, j'étais à Forge-Songe. Puis là, à Forge-Songe, il se trouve que j'ai moins écrit, mais j'avais un intérêt pour l'administratif. Donc, c'est moi qui discutais des contrats et puis tout ça. Enfin, voilà. Puis on apprend comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça implique pour PVH que de publier en Creative Commons? Parce que j'imagine que financièrement, ça doit être très différent d'une publication classique. Non, alors financièrement, ça change pas grand-chose parce Ouais. que en réalité, on continue à vendre des livres en librairie et puis Mhm. c'est l'essentiel de notre chiffre d'affaires. On continue à vendre aussi des e-books, voilà. En réalité, financièrement, c'est pas le truc le plus qui à nos stades, c'est-à-dire qu'en fait, pour le moment, on n'a encore jamais vendu des droits secondaires, c'est-à-dire d'adaptation ou de traduction. Donc, est-ce que ça va influencer? On n'en sait rien, mais comme on n'a pas encore de rentrée là-dessus, on ne sait pas non plus si tout d'un coup, s'il y a un... En fait, la question, elle se pose vraiment quand on a une œuvre qui cartonne. Mhm. Et quand je dis cartonne, c'est avec qui fédère vraiment un groupe de fans qui soit plus que des gens qui ont lu le livre, ils l'ont apprécié, le disent à l'auteur. C'est-à-dire en fait, ils se retrouvent pour pouvoir en discuter. Et puis c'est là qu'il y a des fanfictions qui se font, etc., des spin-offs. Et c'est là en fait que ça a vraiment du sens, que véritablement l'effet de cette licence pourra vraiment être constaté. Imaginez Harry Potter, s'il a été en by SA, en Creative Commons by SA, ça aurait été différent. Vous auriez peut-être eu 5 ou 6 films différents de Harry Potter, certainement des sombres croûtes et des trucs géniaux, mais il y aurait eu des choses. Quel est le mieux? Quels seront les... C'est un peu difficile. Non, ce que ça implique pour nous, d'abord, c'est au niveau... dans les contrats, on doit l'ajouter dans les contrats avec les auteurs. On doit donc expliquer ce que c'est cette licence aux auteurs. Je l'ai encore fait hier soir. Voilà, il y a c'est cette application-là. C'est également, tu as parlé d'éventuellement la possibilité d'intégrer des fanfictions, hein. Ça, c'est quelque chose que peut-être on devra mettre en place. Mais dans un premier temps, là, c'est au niveau administratif. C'est aussi de voir, je suis en train d'en discuter avec les partenaires, voir si ça crée des changements. Parce que, par exemple, autant sur le livre papier, la question ne se pose pas. Il y a personne d'autre qui va distribuer nos exemplaires papier, parce qu'en fait, c'est nous qui les avons imprimés. Puis le prix de l'impression est rédhibitoire pour le faire. Par contre, ça a l'implication pour le numérique, donc notamment les e-books. Et puis là, euh, pourquoi les gens achèteraient sur Amazon ou Kobo, ou alors qu'ils peuvent le télécharger gratuitement? Alors ça on n'a pas aussi
ça reste quand même assez marginal dans notre chiffre d'affaires, les ventes par les plateformes, c'est-à-dire qu'on fait des ventes sur notre site. Voilà, c'est encore un peu exploratoire, mais ce que ça a impliqué là dans un premier temps, c'est le changement de nos contrats. Mais donc, si je comprends bien, tu publies à la fois avec les droits d'auteur et la licence Creative Ah non, Commons non, ou c'est-à-dire qu'en fait, de toute seulement... façon, les auteurs, ils sont payés. Oui, oui, mais après, c'est que pour celui qui veut lire le livre, soit il l'achète en librairie, comme un livre normal, Oui. soit il l'achète sur Internet, soit il a accès à la version libre où là, c'est un prix que lui choisit, c'est ça? Ouais, ça, ou bien Oui, il peut le trouver peut-être quelqu'un d'autre qui le partage sur son oui, site internet. oui, oui, oui. Mais oui, effectivement. Donc, Donc en fait, tu as ton choix en tant que lecteur de faire comme tu veux, et oui. donc il n'y a pas de raison que... Enfin, c'est pas comme si tu t'empêchais d'avoir une activité commerciale Non, sur non, non, cette non. Alors, pas du collection, tout. et du tout, oui, oui, En fait, oui. on a un but commercial et on va expliquer. Mm, mm, En fait, il y a un peu un rôle pédagogique. mm. Quel est notre projet? Pourquoi on le fait? Et puis expliquer que ben avoir une maison d'édition et puis pouvoir proposer du contenu de qualité sous licence libre, ben ça a un coût. Après, en fait, il y a des gens qui ont les moyens, d'autres qui ont moins le moyen. Alors, on culpabilise personne, c'est du commun. Et puis, en fait, je pense vraiment que l'aspect crowdfunding, le financement participatif, il a du sens s'il est en continu. C'est-à-dire qu'il y a un moment où... Alors, il y a le financement participatif, mais il y a aussi la vente en librairie qui est, qui est là, mais que pour ceux qui veulent du numérique, il y a possibilité d'y avoir accès et puis de faire un don direct. Il faut avoir conscience que pour un éditeur, pour un auteur, environ un livre, 20 euros à la librairie, l'auteur, il en touche, allez, 1,70, 1,80, voire 2 euros. Voilà. Donc ça, c'est ce qui touche vraiment. Un éditeur, il touchera, après déduction par du diffuseur, du distributeur, les droits d'auteur, ben en fait, il est plus sur du 6 à 5 euros. Voilà. Et en réalité, si vous achetez un e-book à lui directement à 6 ou 5 euros, ben ça revient au même. Et pour nous, ben, l'auteur, ça change pas grand-chose non plus. Après, ben, si vous faites... voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'une vente est une vente. Nous, ça nous fait plaisir d'avoir du papier. Comme je l'ai dit aussi, c'est que la plupart des auteurs, en tout cas nos auteurs à nous, ils ne vivent pas de leur plume. Donc, alors ils ont des droits d'auteur. Ça permet vraiment aussi de mettre du beurre dans les épinards. Pour eux, certains eux, ils font aussi de la vente directe, c'est-à-dire que on a une politique assez généreuse pour ça, c'est-à-dire que les auteurs, ils ont 50% sur le prix du bouquin. Donc, c'est-à-dire que quand ils le vendent en salon ou autre, ben, ils se font la moitié, plus encore leur droit d'auteur, parce que même si c'est... Enfin voilà, ils ont toujours le droit d'auteur à plein. Voilà. Ben, ils n'en vivent pas. Et pour nous, c'est important une des formes de rémunération de l'auteur, c'est de pouvoir être fier du résultat. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils ont le livre, ils viennent me dire waouh, il est beau. Tu vois? Donc c'est important pour nous, et puis qu'ils se sentent bien. On essaye aussi, et ça fait partie aussi de l'aspect collectif. On essaye qu'ils échangent entre eux. Ben, en fait, on paye aussi la possibilité qu'ils soient en salon ensemble, et puis qu'ils puissent échanger, et puis passer un bon moment. C'est un petit peu... voilà, c'est pas un salaire, mais voilà, ça leur permet à eux de vivre une expérience, en fait. Après, de toute manière, il y a très peu d'auteurs qui peuvent vivre avec leur plume, que ce soit enfin, en Oui, Suisse, en mais France après, ou ailleurs, je hein. comprends les gens, parce que Alors, il y a une réflexion sur,
sur pourquoi c'est l'éditeur qui touche l'argent, etc. Ben, parce qu'en fait, nous, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on veut que leur livre soit dans les librairies, on doit être une institution pérenne. Donc on doit avoir des salariés, on doit être régulier, on doit sortir régulièrement des choses. Et puis ça, en fait, c'est un coût qui est fixe. Voilà, je pense que il y a des maisons d'édition qui arrivent à avoir des auteurs qui en vivent. Donc ça existe. Généralement, il ne faut pas vouloir devenir ultra riche, mais il y en a qui vivent de leurs droits d'auteur. Mais de toute façon, c'est à la longue. Il faut déjà avoir une dizaine de bouquins presque de sortie, parce que les droits d'auteur, ben, ils continuent et ils s'accumulent. Bon, en tout cas, pour ceux qui publient chez PVH, ça a l'air d'être le gros kiff. Ce que tu nous décris là. Après, non, là, pour le coup, il faut surtout leur demander à eux. Bah non, mais je sais pas, ça a l'air. Moi, j'ai du plaisir, j'ai un gros kiff de les éditer. Après, moi, je pense que oui, ils sont plutôt contents. Ouais. On fait des trucs aussi, parce que dans notre ligne éditoriale, on a l'aspect d'approfondir un peu les œuvres. Et il y en a les œuvres de Pascal Lovy, par exemple, on fait brasser des bières spéciales. Et Incroyable. puis au vernissage, on boit des bières, et puis voilà. Et on aime bien cet aspect un peu convivial, et puis voilà. Est-ce que tu veux bien qu'on parle un petit peu des livres augmentés plus en détail? De ce que tu Oui, nous en disais tout à l'heure, c'était dans le projet pour le breteur qui se battait pour un petit poids, oui, essentiellement des vidéos. oui. Est-ce qu'il y Ouais. a d'autres... Enfin déjà, comment ça marche un livre augmenté? Alors, Qu'est-ce qu'on tient en main quand on a un livre augmenté? généralement, on a un smartphone ou une tablette, Hmm. ou ça peut être aussi sur écran, hein, donc ça se présente comme une visual novel, c'est-à-dire une sorte de jeu vidéo où il y a un fond, il y a des personnages plus ou moins animés, un texte qui défile, puis en fait on lit le roman comme ça, et puis les personnages euh, font enfin voilà, bougent, font les expressions en lien avec ce qui est lu. Et puis, on peut faire défiler le texte comme on veut. On va aussi ajouter une interprétation en livre audio. Enfin, en livre audio, c'est-à-dire ça va être interprété. Hmm. Les personnages vont être... Le texte va être lu. Ça, c'est des options, on pourra enlever ou pas. Enfin, ceux qui préfèrent écouter ou pas. Et puis on fait défiler comme on veut. Il y aura de la musique, il y aura des bruitages. Voilà, c'est un livre augmenté. C'est-à-dire que le cœur du truc, c'est le texte. Donc c'est Hmm. le texte qui défile. Et puis autour, pour soutenir un peu l'imaginaire, pour ceux qui en ont besoin, hein, les livres existeront toujours, donc pour ceux qui aiment le pur texte, ils pourront toujours. Mais c'est une autre manière en fait de consommer, de, de, de consommer la culture. Donc c'est uniquement via un écran qu'on peut découvrir un livre augmenté. Oui, bon après, si vous voulez juste l'écouter, vous pouvez. Non mais je veux dire, c'est pas par exemple un livre papier avec un QR code et quand on l'active ça met... Non, non, non. Alors effectivement, non, mais c'est vraiment, c'est distribué sur un autre canal qui est Mhm. les plateformes de jeux vidéo, Steam, Itch.io et d'autres. Mhm. On verra sur lesquels on sera, mais on sera sur les principales. Peut-être, c'est pas encore sûr qu'on soit sur Switch, mais ça pourrait aussi, hein. Donc voilà, et puis les gens, ils découvrent. Et puis c'est une autre manière de lire, quoi. Je veux dire. Ok, tu m'évoquais, je sais plus si c'était par mail ou dans l'interview, qui est publié sur le site de Sci Fantasy, de mettre Voltaire, Oui, le Candide, c'est ça? oui, En livre augmenté, oui, parce que comme c'est un nouveau format, et puis qu'on aimerait aussi, donc on va le faire on va adapter nos propres romans. On va commencer par la légende du bretteur qui se battait pour un petit pois, et puis aussi les courtois compagnons des ombres, qui est la suite, et aussi un spin-off qui sont les contes des gardiens des hauteurs. Donc ça, c'est ce qu'on va faire de notre
production. Mais on va mettre en place, parce qu'en fait, il y a du développement derrière pour avoir un format. Donc, de nouveau, c'est open source. On aimerait pouvoir proposer aux autres éditeurs de tester, enfin de décliner eux-mêmes, s'ils le souhaitent, leur propre œuvre, et pour en faire la démonstration qu'en fait, il n'y a pas que nos œuvres qui sont adaptées à ça. C'est qu'on va faire, on a pris une œuvre du domaine public qui est Candide de Voltaire, et c'est aussi un clin d'œil parce que euh, le siège de PVH Édition en France, c'est à Montboyon, et c'est un lieu qui a un lien particulier avec Voltaire. Alors on s'est dit, tiens, j'ai dit, ah ouais, le format du Candide correspond bien à ce qu'on peut faire en fait en livre augmenté. Donc on va l'adapter aussi celui-là, et puis on espère le mettre en fait pour le coup celui-là il serait complètement gratuit, libre, enfin bref. Mais on avait envie de montrer un petit peu ce que ce nouveau format qu'on aimerait lancer peut avoir sous le capot. Mais c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, les gens sont vachement étonnés et ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre. Il y a des livres pour lesquels souvent l'imagination n'a pas forcément besoin de support parce que par exemple si quand on lit l'Assassin Royal, la proximité avec l'écriture est telle qu'on est facilement plongé dedans. Pour Voltaire, au contraire, Ouais. je suis d'accord qu'il y a tellement de petites nuances dans les différences culturelles et linguistiques que même sans bloquer la compréhension, c'est lointain et c'est froid parce que voilà, genre, on ne peut pas vraiment s'y retrouver. Peut-être que là, c'est particulièrement pertinent. Ben en vrai, c'est de nouveau un peu une expérience. Mm. Moi, je pense que ce sera assez fun. Ouais. Mais surtout, ce que moi je m'imagine sur ce format, c'est vraiment on s'adresse à un autre public. Clairement, les gens qui veulent lire sur papier, ils iront en librairie, et puis ils prendront des livres. Et puis là, on s'adresse vraiment à un public qui notamment aime les jeux vidéo narratifs. Donc je pense tout particulièrement aux visual novels. Alors les visual novels, parfois il y a des embranchements où on peut faire un choix, Mm. mais pour moi en fait c'est généralement des choix qui sont pas du tout, qui sont un peu superficiels, c'est-à-dire que on ne sait pas du tout, enfin on doit choisir 2 lignes de dialogue et en réalité c'est l'influence sur la suite de l'histoire, on peut pas savoir quel effet ça aura au final par rapport à la suite de l'histoire. Donc en fait, en réalité, ça reste des œuvres linéaires où on choisit et puis après on peut le refaire, et puis en fait suivre l'arborescence. Ben, nous, on propose à ces gens une expérience comparable avec une œuvre qui est vraiment une œuvre linéaire comme un roman où en fait il n'y a qu'un seul choix, mais en fait c'est aussi parce qu'on va dans une certaine direction. Donc c'est pas et puis voilà, c'est aussi parce qu'on a des œuvres qui on pense on mérite d'être mis en valeur autrement. Mais moi, ça me semblait particulièrement intéressant de mêler à la fois la licence en Creative Commons avec ce projet de livre augmenté parce que justement, si les gens peuvent récupérer le bouquin et se dire, ok, bah, pour tel passage, je vais remettre un peu à ma sauce telle Alors ça partie du oui, truc, oui tu vois? oui, et puis Ouais. alors là on est alors comme c'est la collection Ludomir qui est libérée, alors on n'a pas encore décidé complètement le choix de la licence et tout ça. Alors, a priori, le programme pour les créer est une licence libre. Est-ce que les illustrations le seront, enfin c'est qu'il y a aussi quand même quelques outils propriétaires là où on n'a pas eu le choix, notamment dans la captation, la motion capture. Il faut qu'on explore un petit peu, mais effectivement, après, c'est du numérique. On peut complètement imaginer que en fait, là, ça s'y adapte très bien. Et puis que les gens puissent le refaire à leur sauce. Et
Oui, pour être tout à fait franc, c'est encore un petit peu l'aspect licence pour ce projet-là n'est pas encore complètement décidé. Ok, marrant parce que justement, pas à sa sauce dans le sens où Ah oui, Lecteur modifié. réécrivait, tu vois. De toute façon, s'ils veulent le faire, on va pas les empêcher. Oui, mais je veux dire, si Après, c'est quelqu'un, tu notre vois. question. La question que nous, on a, c'est par rapport. C'est-à-dire où je veux pas m'avancer, c'est qu'on n'a pas encore exploré les détails parce qu'en fait, on va être dépendant de plateformes centralisées pour ça, parce que c'est là que se trouve le public. Et puis là, souvent, ils ont des conditions. Est-ce qu'on peut rendre payant quelque chose sur leur plateforme? Enfin, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'on doit encore on doit encore un petit peu étudier les Hmm. contraintes qui existent là. Mais selon moi, sans doute que ce sera sous licence. Enfin, je ferai en sorte que ce soit le plus proche d'une licence libre Bah possible. après, sur Steam par exemple, t'as le workshop si tu connais un peu la Oui, plateforme. oui, mais ça, tu peux déjà, donc ça, tu peux déjà le faire à partir du moment pour modder. Oui, oui, donc on est d'accord. Hmm. Après, le truc, c'est que ça se fait déjà sur des trucs qui ne sont pas en licence libre. Oui, oui, bien sûr, mais tu vois, même modder un livre augmenté, ça peut être super marrant. Bon, après, faut voir aussi genre, quel degré de liberté t'as en tant que modeur, et ça, j'en sais rien. Mais par exemple, de faire un passage interactif dans Candide, tu vois, Ouais. euh, ouais, mettre une bande-son ou ce que tu veux en Ouais, soi. ouais, ouais. Non, mais après, oui, oui, ce serait chouette. Et puis, en fait, surtout, ils pourraient à leur tour le vendre. Ouais, en plus. Non, non, et puis ce serait. Non, en vrai, c'est cool. Je trouve que, en tout cas, pour moi, ça fait du sens, quoi. Je sais pas s'il y a d'autres thèmes que tu voulais aborder, parce qu'on a quand même fait bien le tour de ta Ouais. vision des éditions Ludomir, de ce que c'est que la Ben, licence on se Creative donne Commons. rendez-vous dans une. Enfin, c'est-à-dire que là, on est vraiment au début de pas mal de projets. Bah ouais, Il y a ouais, ouais. beaucoup de choses qui se feront, normalement, qui devraient se faire cette année. Et puis, ça vaudrait vraiment la peine, en tout cas, si ça intéresse les gens, de pouvoir faire un retour plus précis sur qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, qu'est-ce qu'on a fait différemment, enfin bref. Bah ouais, ouais, en tout cas, moi, ça m'intéresse vachement comme proposition. Parce que là, c'est vrai que ouais, dans ma tête, PVH, c'est un truc qui grandit d'un coup, quoi. Avec l'arrivée de tous ces projets-là, plus la diffusion en Bon, France et en c'est un peu Belgique. vrai, Et... c'est-à-dire Ouais. qu'il y a 2 ans, même en Suisse, les libraires ne savaient pas qui on était, alors que on existait, enfin, non, j'exagère, mais on n'était pas beaucoup dans les librairies déjà en Suisse Mhm. il y a 2 ans. Et puis là, en 2 ans, déjà, notre catalogue, et puis là, les projets un peu plus liés à la technologie, enfin, des formats différents. Et puis là, tout ça, ça vient cette année, effectivement. Donc clairement, pour nous, on a un véritable enjeu aussi euh, dans notre développement, de pouvoir survivre, trouver notre place parce que voilà, c'est pas évident et puis qu'on aimerait pérenniser tout ça. On a des beaux projets. Mais oui, oui, Mhm. la croissance est rapide. Je crois qu'elle est quand même contrôlée, c'est-à-dire qu'on sait, on connaît nos limites, mais voilà, ben, les projets, enfin, il y en a qui sont en suspens parce qu'on ne sait pas si on a encore les financements. Enfin bref, voilà. Mais j'ai bon espoir que, que ça se débloque. Et puis on a déjà des confirmations. Par exemple, pour la libération de la collection Ludomir et la plateforme qui sortira en lien avec ça, qui s'appellera normalement la bouquinerie, ben, c'est, on a déjà les financements, donc ça va se faire normalement. Après, ben, il faut encore le faire. Donc, Bah, on peut se dire ça alors d'ici je ne sais pas combien de temps. On oui, fera le point. ouais, oui, 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 non, non, mais je pense cette année, elle est Mhm. cruciale. Elle est vraiment cruciale, c'est-à-dire que ça passe ou ça casse. Moi, je pense que pour le moment, ça a l'air de passer. Alors, tant mieux. Mais ça se joue vraiment. Et puis, en 2024, pouvoir vraiment souffler, être dans, entre guillemets, euh, et- les gros projets, et puis en fait les pérenniser.
Là, on sort les trucs, puis après... Mais ça veut dire aussi adapter les choses, si nécessaire. Ok. Peut-être revoir le modifier, parce qu'en fait, l'expérience nous montre qu'il faut faire autrement. Enfin bref. Oui, oui, bah forcément, tu t'adaptes à la fois sur le tas et au gré des situations, quoi. Ouais. Mais bon, en tout cas, moi, tu vois bien, j'espère vraiment que ça va aboutir parce que, enfin, Ouais, parce on que, va tu vois, faire genre, en tout ce que ça sorte. peut apporter de frais, tu vois, dans Ouais. ce que c'est que lire, en fait. Parce Ouais. que tu parles des romans qui changent ce que c'est que la fantasy. Bah ouais, tout ce que tu me racontes, Ben ça en me... fait, ça procède Mm, clairement d'une volonté aussi de départ. C'est quand j'ai inventé le format Printatome, parce qu'en mm. fait, ça j'en ai pas parlé. Ben voilà, Oui, des bah, trucs. c'est vrai qu'on devrait en Le parler un petit peu. Printatome, donc alors c'est quelque chose, j'ai pas mis beaucoup d'énergie. Enfin, on l'a mis en place, c'est-à-dire que toute la collection Ludomir, vous pouvez déjà le télécharger sous une version que vous pouvez imprimer à la maison. Donc c'est des cahiers, 32 pages, etc. Et ce format-là, ben en fait, je l'ai inventé au moment où on a édité Printers, un des romans de la collection. Et Printers, c'est un roman de science-fiction qui parle du chamboulement que pourrait représenter la possibilité d'avoir un imprimeur 3D universel, c'est-à-dire qu'il peut imprimer n'importe quoi. Et j'aurais pas imprimé quelqu'un. Voilà, exactement, ou une machine, enfin n'importe Mm, quoi. C'est-à-dire que tu as besoin de quelque chose, tu vas pas au magasin, tu l'imprimes chez toi. mm, En plus, ça capte les molécules dans l'air. mm. Enfin, bref, ce que je veux dire, c'est que c'est que cette envie, en fait, en termes de éditorial, d'aller dans le sens, en fait, que notre travail éditorial ce soit pas juste imprimé, alors juste, hein, je dis pas que c'est simple, mais de juste imprimer un livre puis le vendre. Nous, on aimerait que notre travail éditorial, il vienne approfondir. On cherche à approfondir en fait l'expérience littéraire des œuvres. C'est la même chose avec la bière. Hein. Ces bières-là, elles sont liées, en plus un brasseur local par rapport à l'auteur. La bière, on en parle dans le livre. Voilà, en fait, c'est ça aussi. Mm. Euh, cette sorte d'approfondissement qu'on essaye de faire. Et pour revenir au Printatome, ben, pour nous, ça semble, c'est quelque chose clairement. Alors, il va faire partie de cette bouquinerie et du Creative Commons, enfin de la licence libre. Et surtout, en fait, la réalité du livre francophone, c'est qu'il y a la moitié de la francophonie qui ne sont pas diffusés en livre. C'est en Afrique. Puis en Afrique, faire parvenir des livres, des romans en papier, c'est compliqué. Il y a, au niveau logistique, au niveau douanier, et plein de choses. En fait, le Printatome, c'est une super solution pour que les gens ils puissent avoir accès à nos livres. Donc, et qui juste qu'il l'ait en numérique, c'est-à-dire véritablement à la maison, tu as une imprimante, tu as du papier en noir-blanc, tu imprimes, hop, tu fais tes cahiers. Voilà, donc et j'espère aussi avoir, donc si un auteur africain nous écoute, et puis on aimerait bien avoir votre manuscrit. Parce que clairement, c'est aussi une ouverture vers le monde que nous permet ce format-là. Et j'espère que ça va permettre à nos auteurs de se faire connaître en Afrique. Aussi parce que c'est aussi la question du prix libre fait qu'il s'adapte aussi à toutes les bourses. Parce que, pour préciser ce propos, à ce que j'ai compris, t'as des auteurs suisses, français et belges, Oui. et c'est tout. Donc Ah européens. oui. Donc, Voilà, ouais. donc on cherche aussi d'ailleurs, Mhm, c'est-à-dire que la francophonie elle est vaste, alors en mhm, éditant français pour le coup. Les livres augmentés, on va s'efforcer à les traduire en anglais parce que mhm, là ça vaut vraiment la peine sur ces grosses plateformes de jeux vidéo, itch.io mhm, Steam. En fait il y a un gros public mhm. qu'on peut aussi toucher en anglais. Voilà.
mais on édite en français. Donc, amis canadiens, amis québécois, amis africains, vous êtes les bienvenus à nous envoyer vos manuscrits. Et puis, si c'est le cas, on fera tout l'effort possible aussi pour que dans vos pays respectifs, vous puissiez aussi être diffusés. En tout cas, on essaie de se donner les moyens. Pour découvrir PVH Édition ou la collection Ludomir, tu conseillerais quel livre, toi? Le tout premier, comme ça, pour prendre en main. C'est difficile, hein. C'est comme choisir un de ses enfants. En fait, je vais vous dire, parce qu'il y a des gens qui aiment bien la science-fiction, et là, je vous dis science-fiction, je vous dis Printers, clairement, de Plume. Plume est un auteur qui est aussi un développeur sur Linux, qui est un blogueur réputé, qui a vraiment une vision extrêmement fine de la société dans laquelle on vit, aussi au niveau informatique, etc. Donc c'est une très belle œuvre. Après, si vous cherchez quelque chose d'assez classique, si vous aimez les gros pavés, je recommande L'Héritage des sons. Alors, il est vendu en France dans la boîte Les Chroniques des regards perdus. Et là, on est vraiment, vraiment, si vous aimez vous plonger dans un univers riche, avec des lignes narratives qui se croisent, s'entrecroisent, des bouquins de 700 pages et plus, là, vous serez servi. Et vraiment, c'est notre best-seller. Donc, c'est, je pense, de ce genre de livre, c'est de la littérature suisse, donc notre best-seller en Suisse. Il vient de débarquer en France, donc voilà. Après, si vous aimez de la science-fiction vraiment qui sorte des sentiers battus, je pense que c'est le livre le plus bizarre, mais le plus fascinant qu'on ait, c'est One Minute. On l'a aussi sorti en coffret, c'est 4 tomes de 200 pages. C'est 380 minutes, c'est chaque fois la même minute vue d'un point de vue différent. C'est un roman sans progression chronologique et qui est en quelque sorte une œuvre impressionniste où on va mettre des points, chaque point étant une nouvelle minute d'un point de vue différent. Donc c'est vraiment de l'impressionnisme littéraire, dans le sens où comme dans la peinture impressionniste, où ils vont mettre des points et puis en fait au fur et à mesure que les points s'assemblent, ça fait une fresque. Ça fait un tableau. Là, c'est la même chose, mais littéraire. Donc, il n'y a pas de progression chronologique. Mais cette possibilité de découvrir ce qui se passe dans cette minute cruciale de l'humanité. En réalité, beaucoup, ceux qui lisent, il y en a qui adorent. Il y en a qui n'entrent pas dedans. Mais clairement, quand on arrive à la fin c'est une série de 4 romans, on est vraiment, quand on a le tableau entier sous les yeux, c'est très impressionnant et c'est vraiment unique dans sa forme. Et finalement, sur les livres qui sont déjà sortis, il y en a un autre là, on va retourner vers de la fantaisie. C'est Ceux qui changent, qui est un roman à la première personne d'un personnage qui est un changelin, donc qui change de forme à volonté, et qui aborde en fait des questions d'identité, notamment de sexe, ou liées au genre, notamment la maternité, la paternité, le rapport en fait d'une personne qui peut être l'un et l'autre, et qui en fait ne l'aborde que de manière marginale. C'est au cœur du texte, mais le fait de manière très, très discrète, très pertinente. Voilà. On parlait tout à l'heure du résumé foireux. Est-ce que tu as envie de te tenter à l'exercice, petit challenge? Oui, je vais essayer. Sur un des 4 Ouais, romans dont tu viens de alors parler, peut-être? peut-être Ce qui change. Alors, Ce qui change, c'est l'histoire. C'est C'est un l'histoire d'un gamin. gamin. Ouais, c'est un gamin.
C'est un gars, mais j'ai pas bien compris, mais il bute un type. Il bute un type comme ça, et puis il se sauve. Il se sauve, et puis il se retrouve dans une ville. Après, je comprends pas. À un moment, c'est un garçon. À un moment, c'est une fille. Une fois, il change de nom. Enfin, en tout cas, il a l'air de bien savoir faire son métier, quoi. Il va voler des gens, il va en tuer d'autres. Voilà, mais on ne sait pas trop quoi. Puis après, il est invité à une grosse fiesta. Il est invité, il est vraiment très fier parce que il ou elle, je sais pas bien compris, mais le machin là, il était pauvre, puis là il a réussi quoi. Puis on l'invite à une grosse fiesta, et puis tout d'un coup, au milieu de, ça ressemble à un gros rituel, et puis tout le monde s'entretue. Enfin, les gens se font égorger, et puis il arrive, ou elle, je sais même plus. Enfin, c'est pas. Est-ce que c'est vraiment important? Traverse un portail et se retrouve quasiment à poil au milieu de la nature et doit comprendre ce qui lui arrive, etc. Mais c'est un très bon livre, c'est-à-dire que il doit se poser des questions sur sa propre identité. Ah ben il y a un moment où j'ai pas bien compris parce que c'est le papa, mais au bout d'un moment, ben, il se fait rejeter parce que les changelins, c'est pas. Enfin, ah voilà, c'est un changelin. Voilà, c'est pour ça qu'il change tout le temps de sexe. Ah mais c'est pour ça alors qu'il allait aussi. Enfin, c'est un papa qui allait. Enfin, c'est un peu bizarre, mais je crois que. Et puis après, il montre sa propre guilde. Ouais, il montre sa propre guilde. Je crois que c'est ça. C'est où je crois que j'ai tout compris. Pas du tout. Bon, voilà, c'est un résumé foireux. Non, non, c'est un roman, il vaut la peine. Pour l'anecdote, c'est un roman que qui est à sa réédition. Pourquoi? Parce que certains auteurs qui aimeraient absolument être édités, ils se font des fois éditer par des gens sans scrupules sur Internet qui font croire qu'ils sont éditeurs. Et en fait, tout ce qu'ils font, c'est imprimer le livre. Et puis, ben, ils s'en fichent de savoir si le livre il est bien ou pas, parce qu'en fait, de toute façon, c'est les auteurs qui. Ça a l'air d'être un résumé foireux, mais c'est les histoires que vraiment certains auteurs traversent. Et puis, en fait, ils réalisent qu'en fait, leur éditeur, il ne fait pas leur travail. Ils ont dit sur le site internet qu'en fait, leur livre sera en librairie, mais en fait, il n'est pas en librairie. Alors, si le libraire commande le livre, il peut l'avoir. Mais en fait, ça n'a pas. Et puis, finalement, ils n'en vendent pas. Et puis l'éditeur n'a pas fait son travail de relecture, pas de travail éditorial. Donc en fait, j'ai de nombreux auteurs qui viennent vers moi en disant ah ouais, là j'ai sorti un tome 1, là, est-ce que vous ne direz pas éditer la suite? Mais non, en fait. Puis là, je l'ai fait parce qu'elle avait récupéré ses droits, Achille Janox. Et puis moi, j'avais lu son livre. Je le trouvais de bonne qualité, et puis j'ai dit, ben, on va le rééditer, alors on va retravailler le texte pour l'aspect éditorial, et puis on va le sortir. Puis là, en fait, c'est un petit peu un livre qui connaît une renaissance. Il a loupé son premier rendez-vous avec le public. Je crois vraiment que là, il va trouver un second souffle. Mais c'est vrai que bah, j'avais vu, pour la petite anecdote justement, l'histoire aux États-Unis de Atlas Six. Je sais pas si tu as entendu parler, mais c'est un livre auto-édité qui a fait un peu un phénomène TikTok. Et énormément de gens ont commencé à lire ce bouquin, et y compris bah, des lecteurs expérimentés, qui disaient ok, genre tu lis ça, genre c'est 600 pages, mais en 3 jours tu l'as fini, quoi, t'es à fond dedans. Ouais. On va pas se mentir, c'est quand même genre un peu bancal sur plein de points. Et c'est peut-être pour ça que ça n'avait pas été publié à la base, mais du coup ça a été récupéré par Tor.com, site internet de critique et une maison d'édition. Et bah, maintenant c'est un bon bouquin, du coup. Ouais. Après c'est truc. Non, non, après, mais c'est compliqué. Les auteurs, ils ont vraiment cette Mm. envie, et puis
moi, je dis autant s'auto-éditer, parce que pour le coup, Mm. s'auto-éditer, Tu perds pas tes droits. ça, ouais, tu perds pas tes droits. Puis aussi pour les libraires, c'est parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que aussi pour les prix littéraires, c'est que je pouvais plus concourir parce que il avait déjà été édité avant, il avait été dans les, enfin bref, Mm. c'est un peu la galère. Autant être seul que mal accompagné, voilà. C'est Mhm. ça que j'ai envie de dire. C'était quoi déjà les 4 titres que tu nous conseillais? C'était Donc, si Printer. vous aimez, alors, si vous êtes au niveau science-fiction, Printers, qui est en fait de la littérature dystopique, Mm. qui va, qui, avec un peu un humour un peu grinçant, va vous montrer un petit peu les côtés euh, bad tripants de notre société, parce que forcément c'est une société du futur, mais qui en fait exagère celle que nous vivons aujourd'hui. Et puis One Minute, donc cette fresque impressionniste qui va aborder plein de sujets de la science-fiction, qui est le premier contact, la singularité informatique et plein d'autres. Très, pour moi, c'est l'un des plus beaux livres de la collection. Enfin, série de livres de la collection. Ensuite, en fantasy, notre best-seller, L'héritage des songs, qui est sous une forme d'une boîte, c'est Chronique des regards perdus, qui est de l'heroic fantasy assez classique, mais extrêmement bien construit au niveau des arcs narratifs qui se recroisent, un univers profond et cohérent. Et puis finalement, ben, le dernier, Ceux qui changent, d'Achille Géanox, qui est ce changelin qui, euh, qui, qui est voleur et qui connaît différents rebondissements dans sa vie. Voilà. Bien, je te remercie beaucoup Lionel pour ces conseils de lecture. Je te remercie pour cet entretien. Et je remercie évidemment tous nos éditeurs et nos auditrices qui nous ont suivis jusqu'ici, ainsi que Noam qui nous a passé un petit coup de main pour installer le Merci matériel. Noam. Et je vous souhaite tous une bonne fin de journée jusqu'au prochain épisode de podcast. Merci bien.